L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Nous avons vu qu'en Allemagne, l'émancipation des Juifs date de 1872. En Autriche-Hongrie, elle date de quelques années auparavant, 1867. 1867, c'est la création de la double monarchie, la monarchie austro-hongroise. Les deux pays sont indépendants dans leurs affaires intérieures et ne sont réunis que par la couronne. Et donc l'empereur François-Joseph et sa femme Élisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, donc réunis par la couronne, la défense et les affaires internationales. L'Autriche regroupe l'Autriche d'aujourd'hui proprement dite, la Tchéquie, la Galicie et les provinces italiennes du Trentin et Haute-Adige. La Hongrie regroupe la Hongrie proprement dite d'aujourd'hui, la Croatie, la Ruthénie et la Transylvanie. La constitution austro-hongroise et la constitution de chaque pays reconnaît immédiatement, en 1867, aux Juifs les mêmes droits qu'aux autres peuples de l'Empire. Mais les situations sont plus complexes encore qu'en Allemagne. En Allemagne, les Juifs appartiennent très vite à la classe moyenne, sauf peut-être un peu en Poméranie, où il y a un judaïsme traditionnel qui subsiste. Mais les portes du ghetto sont ouvertes depuis longtemps en Allemagne et les Juifs s'intègrent vite. En Autriche et en Hongrie, c'est assez différent. En Autriche, il y a un antisémitisme traditionnel catholique du peuple déicide qui continue à courir dans les campagnes et également en pays tchèque. En Galicie, qui est marquée par l'orthodoxie juive traditionnelle et le shtetl, l'antisémitisme polonais est virulent contre des juifs qui sont restés fidèles majoritairement à l'orthodoxie. En Hongrie même, les juifs sont assez ouverts et sortent des ghettos très rapidement avec l'appui des autorités hongroises, mais en Croatie, en Slovaquie et en Transylvanie, Croatie, pays de langue serbo-croate, Slovaquie, langue slave slovaque, et Transylvanie, où les Roumains sont majoritaires, l'antisémitisme traditionnel à l'égard de juifs non moins traditionnel, sauf peut-être un peu en Slovaquie, où on trouve des juifs qui s'assimilent, qui s'intègrent comme en Hongrie, eh bien, l'antisémitisme reste très fort. Alors, les Juifs, quand ils s'intègrent, vont vers les grandes villes, partent vers les grandes villes de l'Empire. Vienne, d'abord, qui connaît une population juive de l'ordre du quart de la population totale, avec de nombreux Juifs tous assimilés, qui vont vers les professions d'avocats, de médecins, de commerçants. De l'autre côté, en Hongrie, qui vont vers Budapest, et où les familles s'intègrent rapidement, les Juifs rencontrent des obstacles. En Autriche, l'antisémitisme populaire, on l'a dit, existe, mais à Vienne même, un candidat à la mairie, Karl Lueger, promeut un antisémitisme fort et veut priver les Juifs de leurs droits. Ce qui fait que François-Joseph, qui n'est pas du tout antisémite et qui ne veut pas qu'il y ait de distinction entre ces sujets, s'oppose 2 fois à l'élection de Lueger, mais la 3e fois, il ne peut pas s'y opposer. Et donc Lueger devient maire de Vienne et prépare des mesures contre les Juifs qu'il ne peut guère mettre en application, heureusement, parce qu'il meurt en 1910,
alors qu'il avait dans ses cartons des projets pour séparer dans les écoles, notamment les juifs et les non-juifs. En Hongrie, le gouvernement n'est pas du tout antisémite, qu'il s'agisse du gouvernement Eötvös ou du gouvernement Tisza. Les gouvernants veulent l'intégration des juifs. Ils ont tendance à favoriser les juifs libéraux par rapport aux juifs orthodoxes, ce qui fait que le libéralisme se développe beaucoup en Hongrie, mais pas du tout en Transylvanie ou en Galicie. Et là, il faut faire face à l'antisémitisme traditionnel, avec notamment les accusations de meurtre rituel, qui se traduisent quasiment toutes par des acquittements, parce que ça n'a aucun sens. Il est facile de démontrer que ces accusations reposent sur des lubies et des fantasmes, mais qui existent, de même qu'en Tchéquie, où Thomas Masaryk, le futur président de la Tchécoslovaquie, doit défendre des juifs accusés de meurtre rituel. Alors, cet antisémitisme des deux côtés de l'Empire s'explique largement par le développement des nationalismes au cours du XIXe siècle, nationalisme autrichien, depuis que l'Autriche, en 1866, s'est fait sortir de l'Allemagne par Bismarck, nationalisme tchèque, et de l'autre côté, nationalisme magyar, il y a des antisémites au Parlement de Budapest, nationalisme croate, nationalisme roumain, nationalisme polonais en Galicie. Tous ces nationalistes voient dans le juif l'ennemi, le cosmopolite, celui qui ne veut pas et ne peut pas s'intégrer à ces différents nationalismes, et ça développe effectivement un antisémitisme fort contre lequel les autorités luttent comme elles peuvent, mais tout cela n'empêche pas non plus une grande intégration et assimilation des juifs austro-hongrois. C'est le cas à Vienne avec l'exemple le plus célèbre qui est celui de Sigmund Freud, mais vous avez également des écrivains comme Schnitzler, vous avez des musiciens, certains se convertissent d'ailleurs, malheur, le musicien s'est converti, comme beaucoup de juifs autrichiens ou allemands qui cherchent à s'intégrer davantage. Et en Hongrie, on y reviendra, vous avez Theodor Herzl, qui est né à Budapest, comme Max Nordau, qui est son principal bras droit au moment de la création du mouvement sioniste. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.